Michou, bienvenue sur la chaîne en ce dimanche, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée, tout comme votre week-end qui est malheureusement sur le point de se terminer, j'en suis désolée. On se retrouve sur la chaîne pour parler des sorties littéraires du mois de novembre. Comme toujours, je me suis fait ma petite liste pour pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires. Il y en a un petit peu moins que les autres fois, je crois qu'il y en a 36 au total. Cependant, même si j'ai été un petit peu plus dure dans la sélection, c'est genre quasiment 36 pépites, soit parce que je les ai adorées et qu'il y a des sorties poches donc je vous les présente, soit parce que je sais pas, je le flaire et ils ont le potentiel de malade. Bref, je vous propose donc de débuter tout de suite et comme toujours, si vous êtes habitué de ce format, on débute donc avec les nouveautés. Le 6 novembre sortira le premier tome de la saga The Temptation of Magic de Megan Scott aux éditions Hugo dans leur collection Stardust. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicole, la protagoniste qu'on suit, est une empyréenne et elle possède un ton particulier qui pourra la mettre en danger, donc il faut vraiment que ce secret soit tu. Elle a la capacité de tuer les êtres surnaturels qui sont mortels. Pourquoi ce secret doit être gardé? Parce que l'Éveil, qui est une organisation qui permet un petit peu de s'occuper et de régir le nombre de surnaturels, souhaiterait l'embaucher comme chasseresse et ça il n'en est pas question, tout simplement parce que sa mère qui était comme elle, et ben ils l'ont tuée. Pour qu'elle puisse vivre incognito, elle va devenir étudiante en art. En se spécialisant dans l'histoire de l'art, elle souhaite révéler les secrets d'un manoir local parce qu'elle est persuadée par rapport aux pistes que lui a laissées sa maman, il y a dans ce manoir les réponses pour aller au bout de l'éveil, donc pour tuer ce clan qui menace sa vie. Malheureusement, un surnaturel redoutable a été dépêché parce qu'en effet le propriétaire du manoir a été tué et on a dérobé un tableau inestimable. Puisqu'ils ont le même objectif et que lui travaille pour l'éveil, Nicole n'a pas le choix, elles vont devoir du coup faire cela ensemble tout en essayant évidemment de garder son secret tel qu'il est parce que sinon il n'aura pas d'autre choix lui que de la traquer. Je pense que la tentation justement réside là entre ces deux fameux protagonistes. Peut-être que lui pourra changer son fusil d'épaule, qu'il arrivera à désobéir à l'éveil parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué dans cet univers, on en a peur parce que c'est vraiment l'ordre qui régit tout. Mais pour autant, j'aimerais bien que pour une fois, la jeune femme ne soit pas aussi accablée par son secret et qu'elle puisse réussir à vivre. En tout cas, normalement, je devrais le recevoir puisque je suis partenaire Stardust et il a l'air absolument beaucoup trop génial. Et si on découvrait le roman qui a gagné le prix de New Romance qu'avaient proposé les éditions Hugo, c'est écrit par Agi Bruchschmidt et ça s'intitule Ces mots que nous taisons. Ça sortira le 6 novembre, donc toujours aux éditions Hugo, mais ce coup-ci dans la collection New Romance. Amoureux de Grey's Anatomy, Dr House, Good Doctor et compagnie, on est sur une romance entre médecins. Erin Peters est une jeune femme qui a l'air bourrée de talent, qui a un avenir prometteur, sauf qu'il va se passer un bouleversement dans sa vie qui fait qu'elle va devoir fuir cet endroit, fuir cet hôpital jusqu'en Alaska. Et au moment où elle va devoir retourner au bloc, tous les doutes, tout son passé va donc l'assaillir. Soren Walter, un médecin cardiaque extrêmement réputé, autant pour son assurance que pour ses compétences, va se sentir en danger par cette jeune femme qui est extrêmement talentueuse et il ne saura pas comment réagir entre le fait qu'elle puisse lui voler la vedette, être meilleure que lui, ou le fait qu'il puisse se considérer et réaliser ce que doit faire un mentor pour son apprenti, pour son élève. Évidemment, des petites pistes vont commencer à arriver et il va se douter qu'elle a un passé qui serait absolument lourd de conséquences s'il était dévoilé. Déjà, un petit mot sur la cover que je trouve vraiment super belle. J'aime énormément la vague. Bon, c'est un cœur humain, mais j'adore. J'ai fait des études scientifiques, biologie médicale et compagnie, me jugez pas, mais il me tente énormément et je me dis que s'il a gagné par rapport à je ne sais combien d'autres romans, c'est qu'il doit être vraiment très intéressant. L'autrice Olivia Wildenstein est de retour aux éditions Corrigan, toujours en date de ce 6 novembre, avec le premier tome de sa saga Les Contes Cruels. Calante est une jeune femme de 24 ans qui a terminé ses études et qui croule sous les dettes. À la suite de cela, elle exerce en tant que floriste et essaye de mener une vie la plus tranquille et rangée possible. Son monde va basculer lorsqu'elle va faire la rencontre de Tarian, qui est dans le monde des mortels, un homme extrêmement puissant, un mafieux et compagnie, mais en réalité se cache derrière ce personnage la divinité Hadès.
Il aura suffi d'un contact entre les deux pour qu'il puisse lui transmettre une partie de sa magie, mais tout va basculer parce que un jour Hadès va être enlevé, va être aux mains de personnes extrêmement puissantes et la jeune femme se rend compte qu'elle a un lien tout aussi puissant avec lui et qu'elle va devoir agir. Passion ou encore souffrance sont donc au menu de ce récit qui me plaît vraiment plutôt pas mal et je suis presque certaine de l'avoir demandé en service de presse. J'ai reçu un petit mail des éditions Corrigan dans lequel il était écrit que j'allais recevoir tous mes services de presse du mois de novembre, du coup je suis super contente. D'ailleurs si ça vous intéresse, ils sont en pleine recherche de leur nouveau partenaire pour l'année prochaine, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur les réseaux sociaux si vous souhaitez participer parce que leurs titres sont vraiment dingues. Ça vous dit de continuer avec cette fameuse maison d'édition, donc Corrigan, toujours le 6 novembre avec un titre prénommé Darkless. Ce sera le premier tome d'une saga écrite par Elema Decker. Les démons vivent cachés depuis extrêmement longtemps, sauf que depuis peu ils sont apparus, ils se sont montrés et ont complètement tout dévasté par leur cruauté et effectivement leur côté démoniaque. Rosalia méprise complètement ce comportement, mais pour autant, afin de réussir à survivre dans cette vie, elle est obligée de plonger régulièrement dans la fosse où ils sont et ainsi pouvoir travailler pour eux. Et elle s'en sort très bien comme ça. Le problème c'est qu'un jour, elle va être dans le collimateur de Kael. Kael c'est un assassin genre hyper badass et lui il en a après tout le monde et tous les démons et compagnie parce qu'il veut récupérer, il veut qu'on lui restitue les pouvoirs qui lui ont été pris il y a déjà un bon moment. Quand je dis un bon moment, on peut compter ça en siècles, vous voyez c'est genre un très long bon moment. Il est sur le point de triompher, il en a ça. Et la jeune femme lui dérobe quelque chose auquel il tient absolument, c'est pourquoi il va donc devenir obligé de la protéger, cette fichue humaine dont il commence petit à petit à s'intéresser plus que prévu. Moi j'aime bien le côté un peu on chaparde d'un élément comme ça dans un monde, ça me fait penser à Shades of Magic de V. Schwab, c'est vraiment la thématique dans le premier roman de cette saga. Soit le premier tome ce serait un petit peu plus correct de dire les choses ainsi, mais j'avoue qu'il me tentait vraiment beaucoup aussi et je l'ai demandé aussi pour tout vous dire. Si vous l'ignorez, les éditions Eden font partie du gros groupe City dont il y a également la maison d'édition Corrigan. Donc après Corrigan, on s'attaque à Eden, le côté plutôt romance. Je vous propose dans cette sélection un titre de Jana Hawk, le premier tome de sa saga intitulée The Ruby Circle. C'est très dur, je parle anglais comme une vache espagnole. Le premier tome, donc toujours le 6 novembre. Nous sommes dans une vibe et une thématique Dark Academia. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que pour moi, ça a un peu trop fait tilt là-haut. Louisa est la fille illégitime d'une star et elle essaye à tout prix de faire en sorte d'échapper au paparazzi. C'est pourquoi elle va aller dans une académie très particulière où vous avez des murs qui sont tellement hauts qu'elle est peinarde. Malgré elle, en arrivant, Louise va taper dans l'œil de Atlas. Atlas, c'est un des mecs les plus importants de l'académie et il va la faire entrer dans ce fameux cercle de rubis, on va le dire en français ce sera plus facile, qui est vraiment quelque chose autour du pouvoir, de l'argent, etc. Ce fameux cercle serait capable de réaliser tous vos souhaits ou presque parce que la jeune femme est intriguée par un jeune homme qui se prénomme Théo, qui est toujours un peu en dehors de tout, très réservé et extrêmement énigmatique. Elle est impressionnée par lui et malgré la façade qui montre qu'il est quelqu'un de renfermé et de dur, elle est persuadée qu'il a vécu des choses terribles et c'est justement ces choses qui l'attirent. Pourtant, toute l'école la met en garde, elle doit absolument se méfier de Théo et de tous ses secrets. Qui a donc raison? Est-ce qu'elle fait bien de s'intéresser à lui ou pas? That is the question. J'aime trop ce genre de résumé, ce genre de roman. D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que j'ai fait une capture d'écran de l'édition collector, si tel est le cas. C'est un bijou! Il va être absolument magnifique dans ma bibliothèque, c'est sûr. J'espère de tout cœur que le contenu sera aussi plaisant que le contenant. Mais je me dis que si la maison d'édition l'a signé, l'a publié, a investi des sous dessus, c'est qu'il y a moyen quand même. Une autrice française qui est fort appréciée sortira un nouveau roman aux éditions Didier Jeunesse. Il se prénomme Atalante. Il s'agit évidemment de Cassandre Lambert et il sera disponible, encore une fois c'est étonnant, le 6 novembre. Bienvenue en Grèce antique, ce pays, cette période où les choses sont extrêmement machistes. Pour autant,
Ici, notre jeune femme Atalante est une élue des dieux. Elle est donc connue pour sa rapidité et sa grâce et elle compte bien intégrer le clan des Amazones à tout prix et croyez-moi que c'est pas une partie de plaisir d'essayer d'y rentrer. Cette archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Il s'agit du fils d'Apollon parce qu'en effet on lui a prédit que si elle commence à avoir des sentiments pour lui, ça en sera fini d'elle. Moi j'aime plutôt bien, je vais vous avouer quand même un truc, hein, on va être transparente, j'ai encore jamais rien lu de cette autrice. Et pourtant, que ce soit l'Empire des femmes ou autre, j'entends toujours de grands bien de ses écrits. Peut-être, qui sait du coup, que je la découvrirai enfin avec ce titre-ci, qui me plaît plutôt bien parce que le côté dieu grec, les Amazones, ouais, moi j'aime bien. Les éditions Albin Michel nous proposent toujours le 6 novembre une petite romance intitulée Love Never Fails Side A. Alors je sais pas pourquoi le titre est comme ça, mais il est comme ça. Qui est notamment écrit par Mélissa Belvigne. Et j'ai personnellement surtout retenu une phrase d'accroche. Quand le conte de fées vire au cauchemar, de l'amour passionnel à l'amour destructeur, il n'y a qu'un pas. Donc on comprend extrêmement vite qu'il va y avoir un amour très fort et très fusionnel entre deux protagonistes, mais que cet amour peut être destructeur, peut être donc toxique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la maison d'édition a mis les petits plats dans les grands. Il y a eu beaucoup de services de presse d'envoyer, j'ai vu beaucoup de choses tourner sur Instagram. Personnellement, je n'en fais pas partie, mais c'est vrai que du coup, ça donne envie de s'y attarder quelque peu. Christelle Tabos est de retour au sein de la maison d'édition Gallimard Jeunesse, comme toujours pour cette autrice en date du 7 novembre, mais quelle merveilleuse date! Je vais vouloir faire la blague à chaque fois que je pourrais utiliser le 7 novembre, hein, c'est une date dans l'année, donc j'ai le droit de me dire que c'est mon anniversaire ce jour-ci. En tout cas, une autrice dont l'une de ses sagas est une de mes chouchoutes de tous les temps est de retour avec un roman qui s'intitule Nous. Christelle Tabos dépeint son récit comme étant une fantaisie dystopique vintage. Voilà, ce sont les mots qui sont utilisés. Nous, c'est une humanité qui nous ressemble, mais à un détail près, c'est que tous les humains sont dotés d'un instinct avec un grand I qui est au service de la collectivité. Et je n'en sais guère plus. Je mens, il y a deux personnages qu'on suit, deux protagonistes, un homme et une femme qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, mais c'est tout ce que je voulais savoir, c'est un petit peu l'univers dans lequel souhaite nous plonger l'autrice. Évidemment, si vous n'avez pas compris l'allusion, la saga que j'adore de cette autrice, c'est celle de la passe miroir. C'est une des premières sagas que j'ai lues quand je suis devenue lectrice, et il y avait le tome 4 qui sortait à cette époque d'ailleurs, je me souviens. Et c'est une des rares également où j'ai enchaîné tous les tomes, donc c'est pour vous dire à quel point j'avais adoré. Mais j'avoue que son roman précédent qui était Ici et Maintenant, je crois, ne m'intriguait pas tellement. Celui-ci, un petit peu plus, pour autant j'ai encore du mal à me positionner. Alors cette traduction, elle est vraiment attendue. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou non du roman intitulé Heartless Hunter, le premier tome, ça sortira toujours le 7 novembre aux éditions Pocket Jeunesse et c'est signé par Kristen Ciccarelli. Personnellement, je connais l'autrice parce qu'elle a également publié une saga aux éditions Gallimard Jeunesse. Ils sont déjà de retour. Elle se prénomme Iskari et pareil, elle fait partie des premières que j'ai lues et que j'avais adoré sincèrement. Donc ça ne pouvait que m'intriguer cette publication. La révolution touche à sa fin et les sœurs reines qui dominaient le pays sont désormais chassées, traquées. Il en est de même du coup pour toutes les sorcières. Rune, une descendante justement des sorcières, fait toujours partie de la haute société. Elle n'en oublie pas moins qui elle est réellement. C'est pourquoi la nuit, elle se fait passer pour le Crimson Moth et elle est aidée par deux compagnons afin de sauver toutes les sorcières qui tombent entre les mains de la nouvelle garde qui est donc mise en place à la suite de la destitution des sœurs reines. Malheureusement, un sauvetage va mal tourner et pour qu'elle puisse réussir à détourner l'attention, Rune va se rapprocher d'un jeune homme qui est un des chasseurs de sorcières les plus puissants parce qu'elle veut du coup lui soutirer des informations. À son tour, ce jeune homme déteste certaines qualités, dirons-nous, de la sorcière Rune, mais quand il apprend du coup que Crimson Moth a utilisé ses navires pour faire en sorte d'appareiller les sorcières et de les déposer ailleurs en sécurité, il va se rapprocher d'elle et il va essayer de la séduire pour l'utiliser. Le problème et les ennuis vont arriver, c'est que les ennuis vont débuter quand ce jeu du chat et de la souris que mènent du coup les deux protagonistes va se transformer en essence de sentiments sincères et véritables. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les récits de la plupart du temps, on est toujours embêté, pour être poli, avec ce que peut ressentir notre cœur. Il est quand même très relou dans les histoires celui-ci. Il nous guide pour faire
toutes les pires choses et toutes les meilleures et ça finit toujours en cacahuète quand on dit non tu ne m'attires pas alors qu'en fait c'est tout le contraire. Pour ce titre je vous donne rendez-vous au mois de novembre puisque je vous le dis d'ores et déjà c'est prévu depuis le mois de septembre, je vais travailler dessus avec la maison d'édition. Il sort le 8 novembre, ça s'intitule Nettle and Bone, comment tuer un prince et il a été écrit par T. Kingfisher, on le retrouvera ce récit aux éditions Verso. La phrase d'accroche elle met terriblement dans le bain où on nous dit que ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse le prince mais c'est le genre de conte où elle tue le prince. Vous voyez déjà on est plutôt pas mal. Mara, une princesse plutôt jeune et timide, assiste aux épousailles de ses deux sœurs avec un prince un peu redouté. Le problème c'est que l'aînée quand il l'a épousée, on sait pas ce qui s'est passé, elle est décédée, maintenant c'est la cadette parce que en tant que prince il lui faut des héritiers. Malheureusement Mara va découvrir l'ampleur de la cruauté du prince et ce qui va donc attendre sa sœur et là elle se dit mais c'est pas possible, je ne peux pas laisser faire ça. Du coup elle va prendre les choses en main, elle va devoir le tuer. J'aime trop parce que la fin de la phrase, donc la fin du synopsis, c'est un gros clin d'œil du coup avec ce qu'on retrouve dans les contes de fées mais un petit peu plus en mode what the fuck. Je vais vous la lire comme ça vous allez comprendre. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur, une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et pour finir une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Vous l'avez compris, la poule m'a achevé. Voilà. Je ne sais pas sur quel genre de démon on va être, mais un démon dans une poule, je me dis ça doit pas être très menaçant, il va faire quoi? Il va pas faire grand chose. Laissez tomber mon imagination au carton. Mais le fait est que j'ai hâte de le découvrir, qu'il y a une magnifique édition qui est proposée par la maison d'édition. Et la manière dont il est présenté, c'est vraiment à contre-courant de ce dont on a l'habitude et c'est ce qui m'a donné envie de dire oui. De retour avec une romance aux éditions Hugo le 13 novembre prochain. Il s'agit du premier tome de la saga Mad Majesty qui est écrite par Delinda Dane. Damian, un prince qui est de retour de guerre. Le prince Damian qui est de retour de l'armée vient donc chez lui et le problème c'est qu'il y a scandale sur scandale, il est en train quelque peu de déshonorer sa famille et la couronne. Le problème c'est que son père, le roi, va décéder et ça va donc être à lui qu'incombe de devenir roi à son tour. La seule manière de réussir à sauver les apparences c'est d'épouser la jeune femme que sa mère lui a trouvée, une jeune femme douce et obéissante qui sera du coup absolument parfaite pour elle. Sauf que lui, il n'entend pas cela. C'est-à-dire qu'il a envie quand même de choisir un minima celle qu'il va épouser. Il ne veut pas cette fameuse jeune femme, il veut sa petite sœur qui est beaucoup plus rebelle, tout comme sarcastique. Pour autant, elle est dotée d'une magnifique empathie. Esmée parviendra-t-elle donc à charmer les différentes personnes du royaume ou plongera-t-elle encore plus le chaos que ce qu'il y a à l'heure actuelle? Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté royauté qui peut faire penser à un monde imaginaire sans que ce soit forcément le cas. On a eu des rois dans notre propre monde à nous sur Terre donc c'est pas forcément de l'imaginaire, on est d'accord. Moi ça m'y fait penser un petit peu donc j'aime bien. Voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu où Esmée va donc amener Damian. Alors celui-ci, accrochez-vous bien la culotte, hein, je suis sur le... Mon amie Soli me l'avait montré puisqu'elle l'avait utilisé lorsqu'on s'était retrouvés à côté de chez elle pour faire un shooting photo et elle me montrait la merveilleuse édition, je sais plus si c'était Fairy Loot ou Illumicrate, mais c'était juste magnifique et je bavais devant le truc, vous imaginez bien, je bavais et ben il est traduit. Il s'agit de Beast of the Briar, le premier tome écrit par un duo d'autrices sœurs, soit Elisabeth et Hélène. Ça sortira aux éditions Chatterley. Par contre, il y a un petit couac avec les dates. Je ne sais plus laquelle va avec quelle information. Il y en a une qui a été donnée par la maison d'édition sur Insta et l'autre qui est celle de la mise en vente sur Amazon. Donc je ne sais pas trop à laquelle me fier. Dans tous les cas, ce sera soit le 14, soit le 21. Sachez qu'on est sur une réécriture du conte de La Belle et la Bête en version harem inversé et faille. Boum, on a mis l'ambiance, boum, on a mis les fondations du récit. Vous pouvez en avoir marre si vous le souhaitez défailler, je peux entendre cela, mais le mélange des trois, c'est hyper détonnant et hyper inhabituel et c'est ce qui du coup m'a donné très envie de découvrir ce récit. Classiquement, comme dans La Belle et la Bête, le père de notre protagoniste s'est égaré dans le royaume des Fae, ils l'ont fait prisonnier, elle a décidé de prendre sa place et elle va essayer du coup d'aider ces fameux princes qui sont au nombre de 4 à lever leur malédiction qui fait que toutes les nuits ils se transforment en bêtes et pour cela elle va devoir les aider à retrouver
retrouver du coup leurs compagnons. Ils sont tous extrêmement différents les uns des autres, mais le pire c'est qu'il y en a un d'entre eux qui ne veut pas briser cette malédiction. Pourquoi? Malheureusement, ce n'est pas que sa liberté qui est en jeu, puisque c'est en les aidant qu'elle pourra la recouvrir. C'est surtout que si cela continue, c'est un autre prince qui va pouvoir récupérer toute la magie de la vallée. Et clairement, ce prince est un ennemi et on ne peut pas faire ça aux 4 princes dont elle est tombée amoureuse. Oui, j'aime trop. En fait, j'ai découvert moi les harems inversés avec la saga Cruel Garçon Perdu de Niki Synchro aux éditions Ronsière et j'ai kiffé ce format. Je savais pas que ça aurait pu me plaire en tant que lectrice, mais vraiment j'ai trouvé ça super intéressant. Ça permet vraiment d'avoir différents types de protagonistes et différents types de relations dans un même roman, mais quand c'est un harem inversé, je préfère vous préciser, c'est complètement ok d'avoir plusieurs partenaires. C'est pas une compétition, c'est pas une histoire de jalousie, c'est juste complètement ok, tout simplement. Et celui-ci, il me tente, mais un point. Nous avons la maison d'édition Corrigan qui sera encore présente pour ce 14 novembre. Ils en ont des titres ce mois-ci, je vous assure. Il est signé par Chloé C. Penaranda et il s'intitule Les étoiles se meurent, le premier tome. Pour vous dépeindre un petit peu l'univers, vous avez les étoiles qui se meurent, comme l'indique le titre, mais également les vampires. Et on va suivre l'une d'elles, d'étoiles, pas de vampires, à savoir Astraea qui a été kidnappée et qui est retenue prisonnière dans un manoir. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun souvenir de sa vie et de son passé au-delà des 5 dernières années. Son seul moment de répit, c'est lorsqu'elle arrive à fuir un petit peu et à retrouver sa meilleure amie qui a été sélectionnée pour participer au Libertatem, c'est-à-dire que si on le gagne, on a 100 ans de protection, 100 années où les vampires ne peuvent strictement rien nous faire et la jeune femme va se dire que c'est un petit peu le moyen pour elle de s'émanciper de la personne qui la retient. Du coup, elle va suivre sa meilleure amie à ce fameux Libertatem. Ce qui n'était pas prévu au programme, c'est qu'elle va devoir prendre la place de sa meilleure amie parce qu'elle devait juste la suivre au début et voir comment ça se passait. Je ne sais pas ce qui s'est passé en l'occurrence, mais elle va prendre sa place dans ce jeu mortel et il va y avoir un espèce d'homme qui n'en est pas vraiment un, il se prénomme Nuit et il voudra être tout le temps avec elle, tout le temps la protéger, mais elle n'a pas confiance en lui très clairement et elle n'a pas non plus confiance en ses sentiments émergents encore une fois. Elle va se retrouver tiraillée entre ce qu'elle éprouve mais également la naissance de ses pouvoir, est-ce qu'elle arrivera à s'en sortir dans ce jeu mortel? Moi j'aime beaucoup quand il y a des jeux, quand il y a des épreuves et patati patata, ça j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser récemment au Serpent et aux Descendants de la Nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark, dont j'avais adoré justement le côté épreuve jeu mortel combiné à un univers vampirique. Là on voit que c'est quand même différent. Personnellement j'ai lu l'autre donc je peux me permettre de vous dire que je trouve que le synopsis est différent, mais on y retrouve certains codes et moi j'avais adoré ça dans ce récit, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci également. Je vous ai également sélectionné un petit auto-édité parce que j'aime énormément lire de l'auto-édition. J'en sélectionne toujours au moins un par mois, des fois plus, ça dépend. Celui-ci est signé par Marine Aymar. Il s'intitule D'espoir et de ténèbres et il sortira le 14 novembre. Arya est hantée par la mort de son frère et un jour, elle va découvrir quelqu'un qui est un nécromancien. Elle est vraiment aux portes de la souffrance, elle ne supporte plus son absence et du coup, elle va donc se rapprocher de lui pour essayer du coup de le retrouver. Ce fameux nécromancien est ce qu'on appelle un passeur d'âme. Il est complètement brisé le mec. Il est sombre, il est consumé par ses propres démons et lui aussi cherche quelque chose et seule l'âme d'Arya pourra lui apporter. En l'occurrence, ce sont des fragments de la pierre qui lui permettra de lever sa malédiction. Ensemble, ils vont donc embarquer pour cette quête dangereuse où chaque pas les rapproche de plus en plus de la vérité. Mais quel que soit le monde, malheureusement, la résurrection a un prix et peut-être que ce prix est bien trop élevé pour Arya. Vous voyez, un titre auto-édité qui a un pitch qui a l'air hyper qualitatif avec de l'originalité. Je suis désolée mais le côté nécromancien passeur d'âme c'est pas ce qu'on voit le plus et pourtant moi ça m'a tout de suite parlé. Cherchez pas le nécromancien, il m'a regardé, il m'a fait Kimi je te parle, tu as l'air trop bien, lis-moi, lis-moi. Absolument, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mes recherches de sortie littéraire, c'est exactement ça. Crédibilité zéro. Alors là accrochez-vous le slibard parce que si vous avez aimé Galante de Vi Schwab ou encore si vous avez aimé Belladonna d'Ada and Grace, vous êtes comme moi
dans la merde. Je vous présente donc ce roman écrit par Abe Poranek intitulé Là où l'obscurité demeure. Ça sortira aux éditions Céleste, je crois que c'est le 26 novembre. Oui, c'est ça. Romance gothique féerique qui captivera du coup les lecteurs des deux romans que je vous ai dit avant. Alors moi je me suis fait complètement alpaguer par ces deux romans, je les ai adorés. Belladonna c'est une saga coup de cœur pour moi. On peut pas faire mieux je pense. Oh mon dieu, je vais vous lire le résumé parce que il pose une ambiance. Il y a un truc qui fait que, même si moi j'essaye de le résumer, ça aura pas du tout la même vibe, du coup je vais vous lire ça. Emmenée dans son manoir en ruine, Liska fait une découverte troublante. Elle n'est pas la première personne à conclure cet accord et tous ses prédécesseurs ont mystérieusement disparu. Si elle veut survivre durant cette année et rentrer chez elle, elle doit démêler les secrets de son hôte et affronter les fantômes de son passé. Ceux qui entrent dans la forêt n'en reviennent pas toujours. Voilà, lui et moi on est fait pour se rencontrer, tout ça, tout ça. Il y a peut-être un peu moins de titres ce mois-ci, mais alors c'est des titres qualitatifs au possible, je vous raconte pas. Toujours le 26 novembre, j'ai envie de vous parler d'un roman qui s'appelle Into Pieces. Il sortira aux éditions Black Ink, mais surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il est écrit par Coconan. Je ne sais pas si le nom de cette autrice va vous parler, non pas que elle va vous parler directement, mais si vous avez connaissance de son nom, puisque c'est l'autrice d'une saga de fantasy dont j'ai lu le premier tome et je l'avais adoré. Il s'agit de Calliope, qui est d'ailleurs réédité en poche en ce moment aux éditions Ito. J'ai dû modifier les réglages, j'ai dû avoir un petit changement de lumière, mais rien de grave. Je pense que ce récit, il peut peut-être trigger certaines personnes, je préfère vous le dire d'emblée et vous allez très vite vous en rendre compte, puisque on va débuter le récit avec une personne qui arrive armée dans un établissement scolaire. La jeune femme que l'on suit, ça l'a complètement terrorisée, mais heureusement Ezra était là pour elle, comme c'est le cas maintenant 6 ans après ce drame. La jeune femme essaie de se reconstruire, d'être une bonne mère pour sa fille prénommée Faith, mais c'est jamais évident. Elle a toujours l'impression qu'elle est au bord du précipice, qu'elle ne va pas tarder à s'effondrer et elle se demande quand cela arrivait, probablement quand le père de sa fille va revenir dans sa vie et quand, en conséquence de quoi, Ezra va s'éloigner. Ou pire encore, c'est lorsqu'elle a pris conscience dans le sang et dans les larmes qu'elle était amoureuse de son meilleur ami. Mais jamais elle lui avouera, parce que si c'est pas réciproque, elle le perdra et elle a tellement perdu que ce n'est pas possible pour elle. Elle préfère garder ça enfoui jusque dans la tombe. Je trouve ça, rien que le pitch, vraiment, je trouve ça bouleversant. On a envie d'aider cette femme, on a envie de lui lever tous ses blocages, tous ses traumas et tout. J'ai déjà beaucoup d'empathie rien qu'avec le pitch, sincèrement. Donc ouais, je pense que ça va me prendre aux tripes, moi, cette romance. On termine cette vidéo avec une sortie du 26 novembre qui nous est proposée à nouveau par les éditions Céleste. Le titre se prénomme Parallèle et il a été écrit par Elizabeth O'Rourke. Enfin, je sais pas trop comment on dit son nom de famille, mais un coup pas. Nick croit uniquement en tout ce que la science peut prouver. Pour autant, il n'arrive pas à l'expliquer, elle, cette femme qui hante ses rêves. Elle se prénomme Queen et en réalité, c'est une de ses patientes. Elle a l'air de connaître des choses sur lui dont personne ne sait et elle semblerait voyager dans un passé dont d'ailleurs aucun d'eux ne se souviendrait. Leur attirance est indéniable. Pour autant, plus ils se rapprochent, plus le danger est présent, car il existe en réalité une prophétie entre ces deux personnes, mais également des gens présents pour qu'elle ne se réalise pas. Travailler avec lui pour résoudre cela, ça pourrait aider la jeune femme. Pour autant, leur attirance pourrait les détruire tous deux. J'aime énormément, je trouve qu'il y a une vibe de romance paranormale. J'en trouve peu des romances paranormales de qualité, j'entends, et j'aime énormément ça. C'est vraiment un des sous-genres de la romance qui me plaît, avec lequel je me sens à l'aise et complètement embarquée dans mes lectures. Du coup, je pense que ce titre va encore une fois très bien matcher. Et bien ça y est, on a terminé avec les nouveautés. Vous connaissez la chanson, on enchaîne avec les suites de saga. Alors là, attention, alors celui-là je l'attends comme le Messie, puisque le 6 novembre sortira le deuxième tome dans la saga Witch and God, les dieux du temps de Lifton aux éditions Baymer. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe, on a eu une première trilogie sur des sœurs sorcières, et là on a d'autres copines sorcières qui étaient très proches de l'une d'elles dans la trilogie, et donc la deuxième romance dans cet arc-ci avec les dieux du temps concerne la protagoniste Panthéa. Je ne vous en dirai pas plus tout simplement parce que je ne veux pas en savoir plus. La saga Witch and God est une de mes sagas chouchoutes, donc je veux pas savoir. Et d'ailleurs il est possible que j'ai eu la chance de recevoir une invitation à un événement avec l'autrice, donc je suis trop contente, je vais enfin pouvoir la rencontrer, c'est genre juste
dingue. Nous pourrons également retrouver toujours le 6 novembre le 3e tome de la saga Dark Shore, écrite par Daniel N. Jensen et publiée aux éditions Big Bang. Si jamais vous avez participé à cette lecture commune, vous devez vous rappeler que je l'avais organisée en collaboration avec la maison édition et qu'on avait tous et toutes passé un agréable moment de lecture. Certaines personnes avaient des petites choses à pointer, mais c'est normal, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ou en tout cas ça ne peut pas être uniforme entre tous les lecteurs, mais ce que je souligne ici, c'est qu'il y a déjà le 3e tome. Et je ne l'ai toujours pas lu, le 2e tome. Voilà. Fantasy, maritime, pirates et compagnie, on est ici sur une saga young adulte écrite par cette autrice. Il y a une suite qui est très attendue, mais comme je n'ai pas lu le titre, moi je pourrais pas être entre guillemets dans cet engouement. Il s'agit de The Curse of Saints qui sortira toujours le 6 novembre aux éditions Calix et est écrit par Kate Dramis. Il est toujours dans ma pile à lire, j'avais pu rencontrer l'autrice parce que la maison d'édition avait fait un énorme événement mais de malade où il y avait cette autrice et également l'autrice de The Royal Coven. Bref, c'était juste incroyable et du coup je me suis pas encore attardée malheureusement sur ce titre. Pour autant, dans le Discord du Coven, tout le monde est à fond les ballons sur cette suite qui était apparemment énormément attendue, donc c'est vrai que c'est très intriguant. Le 6 novembre toujours, nous aurons du coup la conclusion de la saga Mangaka, soit le 2e tome, écrit par Thibaut Vermeau et publié aux éditions Casterman. Je vous donne un rendez-vous sur Insta d'ici 10 petits jours pour découvrir le travail que j'ai réalisé du coup sur le 1er tome de cette saga. Bien que cela puisse porter à confusion, sachez qu'il est question d'un roman et pas du tout d'un manga. On est sur une saga qui est très difficile à codifier parce que on a ce qu'il faut pour que ça rentre dans du thriller, on a ce qu'il faut pour que ça rentre dans du fantastique, mais également dans de la fantasy. Donc autant vous dire que le truc il est inclassable. C'est très particulier, pour autant ça a un énorme potentiel. J'ai pertinemment conscience que c'est un lectorat très spécifique pour ce récit. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous ai déjà fait mon update lecture et bientôt viendra un autre contenu qui, je l'espère, vous permettra de vous aiguiller sur si oui ou non ce genre, cet univers peut vous plaire. Le 7 novembre sortira, j'ai failli le dire mais je me suis retenue sur le 7 novembre, sortira donc Les Anges d'Elysium, le 3e tome d'Olivia Wildenstein aux éditions Céleste à nouveau. J'ai le 1er tome dans ma pile à lire et en fait je l'avais acheté au salon de la romance, comment il s'appelle celui-ci, où il faut payer la rare. Je l'avais acheté à la rare parce qu'il y avait l'autrice et je n'étais pas du tout au courant que ce titre sortait et il a été mis en vente par les libraires et j'ai dit mais c'est mort, il y a l'autrice. La veille j'ai pu lui faire dédicacer une autre saga qui est donc Le Royaume des Corbeaux. Là j'ai dit mais c'est bon, je l'achète et je le fais signer. Alors il est juste derrière vous, hein, je le vois avec son petit jaspage à plumes rouges. On est sur de la romance avec des anges et les anges on n'en voit presque plus. Je sais que ça a été la mode il y a quelques années mais c'est plus forcément le cas maintenant, donc ça m'avait ravie et là je me dis bah il y a déjà le tome 3 ma cocotte. D'ailleurs mon amie Soli, pour reparler d'elle, avait écouté le 1er tome en audio donc et apparemment c'était une tuerie, donc ça me donne encore plus envie. Et de mémoire l'audio est par contre uniquement disponible sur Audible. Le 13 novembre nous avons la suite de Witchwalker de Charissa Weeks qui sortira aux éditions Bookmark. Il va falloir que je laisse cette jambe tranquille parce que j'arrête pas de me la cogner comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cela sur mes réseaux sociaux, mais j'avais travaillé du coup sur le 1er tome de Witchwalker et c'était une romantasy polaire que j'ai adoré. Vraiment, la vibe, la tension, le protagoniste masculin avec son background et tout, et on n'en sait pas trop, et en même temps un peu, et en même temps, il s'est passé des trucs de dingue dans le 1er tome, et j'avais juste hâte d'avoir la suite, et elle arrive, elle est là, elle est aux portes du coup de notre bibliothèque presque, il faut attendre encore une bonne dizaine de jours, mais je vais être dans la mouise parce qu'il va falloir un petit peu organiser les achats du mois de novembre, ça va être très dur de faire des priorités, mais celui-ci, il est dans le haut du panier. Tout comme cette autrice, je l'adore, mais pour autant, j'ai pas débuté encore cette saga, donc je peux, entre guillemets, me tranquilliser. J'ai d'ailleurs vu 2 dates sur internet, du novembre et du décembre, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Il s'agit du 2e tome de la saga La Guerre des Cœurs Égarés, soit donc de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. Moi j'ai lu l'autre titre de l'autrice qui est publié dans cette même maison d'édition, soit Le Serpent et le Descendant de la Nuit, que j'avais énormément apprécié, qui était un Hunger Games vampirique. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, je sais cependant que mon amie Gladys a fait du contenu pour la maison d'édition dessus, et vraiment j'avais son retour au fur et à mesure, j'avais même pu l'aider pour le tournage, et ça m'a juste donné terriblement envie de découvrir une autre saga de cette autrice. Nous avons également Margot Dyson qui conclut sa saga le 13 novembre, toujours du coup aux éditions Big Bang. Il s'agit évidemment d'Absolu. Dystopie Young Adult avec une dite chose enfermée au sein d'une ville, et on en
envoie régulièrement des personnes sur place pour essayer de comprendre ce qui se passe et de l'anéantir afin du coup de pouvoir retrouver la liberté et le contrôle de cette ville. Voilà ce que nous propose du coup Margot Dessen dans Absolu. J'avais lu le premier tome et grand conseil, écoutez-le bien, ayez le tome 2 sous la main parce qu'à l'époque le tome 2 n'était pas paru et je peux vous dire que j'étais au comble de la frustration. Pour autant, j'ai toujours pas enchaîné. Ça, c'est un gros tort. Il y aura également le 13 novembre la suite de The Foxglove King, écrit par Anna Whitton aux éditions Brajlon. D'ailleurs, le fait de vous en parler, je crois que c'était un titre que je devais lire avec le Kimiflex. Coucou le Kimiflex! Je vais vous écrire, faut qu'on le lise du coup, parce qu'en plus c'est parfait pour cette période. Il y a déjà le deuxième tome qui se ramène, donc va vraiment falloir qu'on s'organise tout ça. En tout cas, ça me tentait terriblement avec ce côté très catacombe, très morbide. Ah, vraiment, je suis fascinée. Je suis une fille glauque, ok, mais je suis fascinée. Il y aura également un deuxième tome qui sortira du coup le 14 novembre. Il s'intitule Deux couronnes corrompues. C'est écrit par Rachel Gilling et ça retrouve aux éditions Sabran. J'ai toujours le premier tome dans la pile à lire, il est juste là et j'ai failli, je crois, le sortir au moins 3 fois, si ce n'est plus. Il me faisait vraiment très envie, je l'avais emmené en vacances au Portugal, mais je me suis retrouvée à devoir faire beaucoup de lectures pour le boulot lorsque j'étais au Portugal, donc malheureusement je n'ai pas pu le sortir de ma pile à lire. Et là je me dis, il y a le deuxième tome ma grande, donc il va falloir un petit peu se bouger. On est vraiment sur quelque chose de lourd, une ambiance pesante, vous avez une maladie qui traîne dans la brume et une jeune femme, je ne sais plus si elle est immunisée ou si elle l'a eu mais qu'elle en a guéri. Je crois que c'est la deuxième option. En tout cas, très intriguant donc. Vient ensuite la suite, soit dit en passant, de ma lecture en cours, soit Divine Darkness, le second tome écrit par Anatrice et publié chez Hugo dans leur collection Romantasy. L'autrice nous a concocté un univers aux petits oignons où vous avez le divin ici à la surface, les êtres humains dans le sous-sol uni, ça fait un petit peu un lien genre en mode avec les États-Unis, ici c'est les sous-sols unis, et vous avez cette trope de mariage arrangé entre une princesse humaine et un des Phaedra les plus puissants, soit Sun, le dieu de la lumière. Tout est une histoire de vengeance et compagnie parce que en opposition à Sun, vous avez du coup Night, le dieu des ténèbres, qui va chaparder la fiancée de son frère pour du coup se venger. Je n'en suis pas du tout encore arrivée là dans le premier tome, hein. J'ai lu une petite centaine de pages, mais c'est du Anatrice, donc je ne m'inquiète pas et je me permets d'en parler comme si je l'avais lu parce que je sais que j'aime terriblement le travail de l'autrice. Pareil, je suis pas du tout à jour, mais le 20 novembre sortira le troisième tome de la saga Three Crowns, donc de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. C'est Weber ou Werber? Je l'ai pas écrit. Non, je l'ai pas écrit, j'ai écrit que l'autre. C'était d'ailleurs la maison d'édition Bayard qui avait inauguré les bals littéraires et le premier d'entre eux était justement pour Twin Crowns où il y avait les deux autrices. C'était un superbe événement dans un lieu absolument magnifique. J'en garde de très très bons souvenirs. J'avais pu les rencontrer, faire signer mon livre. Bref, c'était d'ailleurs en parlant du roman, si on vient sur le roman, un récit young adult très bien construit, je trouve, avec vraiment deux femmes qui sont sœurs, qui ignorent tout l'une de l'autre, et il y en a une qui a été élevée comme une princesse et l'autre qui a été élevée parmi les personnes qui pourraient être assimilées à des sorcières de mémoire. Bref, vraiment le tome 1 ça avait fait mouche chez moi et le troisième est donc bientôt disponible. Alors lui, je vais pas vendre la mèche parce que je crois que je reçois la romance de Noël aussi entre temps, donc à voir comment je m'organise, mais ce titre je l'attends beaucoup. Ça sortira le 21 novembre, il s'agit du second tome de l'univers de Damnaso Memoriae, écrit par Laura Thalassa et puis les éditions Roncière. Si ça vous parle pas tout ce blabla, le tome 1 c'était Ensorcelé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une histoire de sorcière, une histoire d'une personne extrêmement forte, voire diabolique, qui a été enterrée, qui a été mise sous scellé pendant des siècles et qui va être libérée par notre sorcière. Et il l'aura d'ailleurs dans le collimateur parce qu'il est persuadé qu'il s'agit en réalité de la réincarnation de sa bien-aimée qui l'avait du coup enfermée à l'époque. Vengeance, Coven et compagnie, il était dingue, moi j'ai adoré. C'était un page turners de folie et du coup je me dis il y a déjà le tome 2. Alors ça je l'ai mis pour vous, non pas que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que je ne suis pas à jour dans la saga. Mais le 28 novembre sortira le second tome de Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross et publié aux éditions de Saxus. J'ai dû m'y prendre 20 fois parce que j'arrêtais pas de dire Rebecca Yaros. Yaros et Ross, c'est pas les mêmes. Vous l'avez compris, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'on est vraiment sur une thématique de lettres envoyées entre les deux protagonistes, mais vraiment j'en sais pas plus, mis à part qu'il a fait un bruit de folie et que les retours sont toujours extrêmement positifs à son égard. On n'aurait-il pas terminé les suites de saga? Après les nouveautés et donc les suites, je vous présente quelques sorties poches. Le 6 novembre, tout d'abord, vous aurez le dernier tome, si cela vous intéresse, d'Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Bon, saga où je suis pas à jour non plus, j'ai lu que les deux premiers, mais c'est un récit
science-fiction de deux auteurs que j'aime énormément et ce duo match hyper bien. La force de ce récit, c'est la diversité des personnages. On est sur un roman choral, ils ont tous la parole, on rentre tous dans leur tête à un moment donné. C'est très très fort, j'avais adoré vraiment ce que j'avais lu jusqu'à présent. Mais pour autant je ne suis pas encore à jour. Vous pourrez également retrouver le troisième tome de la saga Rebelle University de Alfreda Henry ainsi que Alicia Garnier aux éditions Hugo Poche. Je me suis rendue pour le moment au deuxième tome. Je ne suis pas allée plus loin, c'est une saga que je fais personnellement en audio. Si vous avez besoin de les retrouver, ils sont disponibles uniquement sur Audible, donc vous faites comme moi, vous prenez votre petit crédit. Ou si vous n'avez jamais utilisé Audible, vous avez un petit quelque chose en barre d'informations qui pourrait peut-être vous intéresser. Mais j'aime trop la vibe et la dynamique des deux autrices. Ça match hyper bien, c'est une saga c'est une saga de romance universitaire sportive que j'apprécie particulièrement, donc peut-être que cela pourra vous intéresser. Et pour terminer, je ne suis pas à jour non plus, hein, mais c'est de saison et je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes dans la communauté. Vous pourrez retrouver le deuxième tome de la 9e maison de Lake Bardugo le 20 novembre aux éditions J'ai lu. Et oui, j'ai toujours pas commencé cette saga dont les deux tomes sont là, d'ailleurs le deuxième se nomme Jusqu'en Enfer, hein. Vous avez dû le voir sur la cover, mais moi du coup je l'ai vu là puisque je l'avais pas mis sur mes petites notes. Et je sais qu'il y a un côté universitaire avec une fraternité secrète, j'allais dire sororité, c'est plus une fraternité secrète il me semble, avec un côté très surnaturel et enjeu politique énorme derrière. Enfin bref, on a une jeune femme qui, je crois, voit les fantômes et qui du coup pourrait grandement intéresser cette fameuse fraternité. Bref, je vous fais avec mes souvenirs à la mort moi elle me, je fais comme je peux. Et oui, je sais que l'expression ne se dit pas comme ça, mais moi j'ai toujours dit à la mort moi elle me. Désolée. Pour clôturer, j'aimerais vous parler de deux graphiques, c'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Tout d'abord le très attendu second tome de True Colors qui sortira le 13 novembre chez Hugo, donc plutôt dans leur collection BD. C'est signé par Lily Blabla au dessin et Morgane Moncomble au scénario. J'avais lu le premier tome à sa sortie, ça commence à faire vraiment longtemps. Je pense que je relirai le premier tome si je veux enchaîner avec le tome 2 parce que les souvenirs ne sont plus assez frais. Ça va, c'est un graphique, ça se relit facilement, autant en profiter. En tout cas, je sais que je l'avais sincèrement apprécié, donc je suis très heureuse que ce deuxième tome arrive sous peu. Et pour terminer, le 20 novembre, nous aurons le quatrième tome du webtoon Father, I Don't Want This Marriage qui sortira aux éditions Pika dans leur collection Webtoon, et je ne vous dirai pas toutes les personnes qui ont participé à ce webtoon parce que je vais me planter, je ne retiens pas tous les noms mais vous les aurez affichés évidemment. J'avais lu le premier tome et je vous avais fait une chronique d'ailleurs sur Instagram, un petit réel dans les fleurs de Sakura, et c'était super sympa, j'avais vraiment accroché avec celui-ci, toujours ce côté un petit peu réincarnation et compagnie avec une trope de mariage arrangée, mais la princesse fait en sorte de montrer qu'elle ne le veut pas. Je crois pas que c'est une princesse, je crois que c'est une fille générale. Je suis plus sûre que ce soit une princesse. Mais bon bref, l'essentiel c'est que c'était un webtoon que personnellement j'apprécie, donc je suis contente de savoir que le quatrième tome arrive déjà. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aurait été utile pour pouvoir un petit peu organiser, classer vos futurs achats / liste, wishlist du Papa Noël. Si le cœur vous en dit, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à me donner votre top 3 des sorties du mois de novembre. Et merci dans tous les cas pour le soutien dont vous faites preuve vis-à-vis de mon contenu. Je vous ai publié la vidéo de mercredi sur mes romans mis en pause et je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette vidéo, mais j'ai reçu des commentaires d'une mignonitude. Il y a eu un élan, il y a eu un gros élan d'amour de votre part sous cette vidéo, je vous en remercie de tout cœur, ça m'a vraiment énormément touchée. Surtout, restez comme vous êtes, ne vous en faites pas pour moi, je ne compte pas changer, c'est vraiment pas dans mon programme. Prenez soin de vous, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve très bientôt. Ciao!